Bonjour à vous, camarades et citoyens, camarades et citoyennes. Dois vous dire quelque chose. Le marxisme est mort. Vive le marxisme. Alors, la phrase est un peu drôle, dite comme ça. Ça fait un peu. C'est un peu une version un peu parodiée de la phrase de certains de nos adversaires politiques. Qui disent, pardon, qui disent vive le droit, le roi est mort, vive le roi. Alors moi qui suis très républicain et qui considère que la royauté a sa place sous les auspices d'une certaine tradition française, artisanale cela dit, hein, celle du docteur Guillotin, eh bien, je reprends quand même cette formulation parce qu'elle est marrante. Le marxisme est mort, vive le marxisme. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire par là que moi je ne suis pas un marxiste biblique, je ne suis pas un marxiste orthodoxe, je ne suis pas quelqu'un qui va se dire que il faut lire lire Marx comme un dogme, sans esprit critique, qu'il faut lire Marx comme la Bible en fait, comme un marxiste biblique. Moi je déteste la plupart des mecs qui sont des dogmato-marxistes, je les appelle comme ça, qui te disent que si Marx, Engels, Lénine, Staline ou Trotsky, suivant les cas, ou n'importe quel auteur marxiste de leur choix, ont écrit un truc, et ben c'est forcément vrai, et si tu dis si tu es pas d'accord avec ça, tu es un révisionniste, et donc tu es un ennemi du socialisme et de la classe ouvrière. Et vous en avez qui pensent aussi peu et aussi bas que si t'es pas avec nous, t'es contre nous. Si tu ne n'as pas une lecture littérale de Marx, eh bien, tu es anti-marxiste, tu es révisionniste. Ouais, tu es révisionniste à partir du moment où tu penses par toi-même, plus ou moins. Moi, je suis dans une approche utilitaire, pragmatique, hétérodoxe, si on veut. Je considère que le marxisme est l'outil d'analyse de classe, un outil d'analyse économique et politique, et qu'on ne doit pas être dogmatique sur cette question. Alors, le marxisme est mort, oui. L'URSS n'est plus. L'URSS n'est plus. Aujourd'hui, la gauche actuelle française est morte, plus ou moins, hein, faute de marxisme. Vous avez d'un côté la social-démocratie qui s'est tournée vers le néolibéralisme, plus d'alternatives ouvrières. De l'autre, l'extrême gauche libertaire, trotskiste, anarchiste, qui fait n'importe quoi, qui dit n'importe quoi, qui est l'autre pendant du néolibéralisme avec la social-démocratie, et qui, main dans la main avec la social-démocratie, le gauchisme, a pour fonction d'étirer la gauche, de détruire le marxisme, en fait. Ce qui reste du marxisme est étiolé entre le gauchisme et la social-démocratie, le social-libéralisme plutôt, parce que une social-démocratie convertie à l'Europe néolibérale, bon, il n'y a pas grand-chose à en tirer. Et pas plus qu'à tirer des gauchistes anarchisants ou intersectionnels qui finissent par dire n'importe quoi, par considérer que l'État c'est l'ennemi et pas le capital, ou à s'acoquiner avec des islamistes, ou à dire que il faudrait qu'il y aurait des races sociales, ou que il y aurait que le sexe biologique n'existerait pas, qu'il y aurait qu'il y aurait des genres et qu'on pourrait s'identifier à n'importe quoi, enfin des trucs qui de toute façon poussent plus les prolos vers la droite que vers la gauche. Eh bien, le fait que la gauche soit essentiellement aujourd'hui étirée entre social-démocratie néolibérale et, on va dire, gauchisme anarcho-trotskiste, anarcho-trotsko-maoïste si on veut, enfin, eh bien, fait que vous n'avez plus réellement un environnement politique qui permette une renaissance communiste, une renaissance d'un mouvement ouvrier combatif et émancipateur pour la classe ouvrière.
Même de la social-démocratie qui défendrait correctement les services publics, c'est compliqué. Avec l'Union européenne, avec le gauchisme, avec cette social-démocratie-là. Même, et donc du coup, un mouvement anticapitaliste digne de ce nom à gauche, compliqué. Vous avez un anticapitalisme romantique, qu'on pourrait appeler un socialisme utopique, mais sinon, voilà. Pour moi, pour ma part, on ne fait pas dans les vieilles recettes. Hein, je précise. Pour ma part, je suis dans une approche qui est celle d'une synthèse entre le camarade Jaurès, le camarade Jean Jaurès et le camarade Lénine, le camarade Jean Jaurès et le camarade Vladimir Lénine. Je pense dire qu'il faut faire une synthèse intelligente des apports de chacun des deux théoriciens au mouvement ouvrier, une synthèse intelligente qui permette l'avènement d'une démocratie socialiste, d'une république socialiste, donc qui permettent le communisme, c'est-à-dire la libération de la classe ouvrière par une démocratie tant politique qu'économique. Donc nous allons aborder la question du marxisme à travers plusieurs aspects. Le marxisme parle, c'est à la fois une doctrine politique, philosophique, c'est à la fois une doctrine politique, économique, philosophique et historique. Donc je vais prendre 4 thèmes. L'économie, la religion, l'État et l'histoire. Si vous voulez, je suis absolument marxiste, 100% marxiste sur la question de l'économie et de la religion. Et je suis critique de Marx sur l'État et l'histoire. Sur la théorie de l'État et sur la théorie de l'histoire. Sur la théorie économique, je suis un marxiste. Je suis entièrement d'accord avec Marx sur l'économie, il n'y a pas de doute. Sur la question de la religion, je suis entièrement d'accord avec Marx. Moi, je suis un matérialiste. Et je suis athée. Par ailleurs. Ça ne veut pas dire que tous les marxistes sont athées, je ne veux pas dire ça. Mais voilà. Sur la question de la théorie de l'État, je suis en désaccord frontal avec Marx, de même que sur la théorie de l'histoire. Alors, je vais expliciter ça. Sur la théorie économique, je suis pour la propriété collective des moyens de production et d'échange. Ça, il n'y a pas de souci. En revanche, je pense qu'il faut le réactualiser, hein, tout comme Lénine a réactualisé la pensée de Marx en analysant les évolutions du système capitaliste, en analysant le stade de l'impérialisme, ce genre de choses. Comme Kluskar s'est intéressé au passage de la société industrielle à la société de services, et sur un rapport à la production, à la consommation qui est plus le même, enfin un rapport à la consommation qui est plus le même, enfin avec des sociétés post-industrielles, qui sont des penseurs précieux, Lénine et Kluskar, quant à l'analyse de l'évolution du capitalisme. Hein, je considère qu'il faut réactualiser le marxisme sur tout un tas de sujets, le numérique, la mondialisation, l'effacement des États-nations. Il y a tout un tas de sujets économiques sur l'ère post-industrielle, l'économie de service, sur lesquels il faut évidemment réactualiser la pensée marxiste pour la mettre au jour la remettre d'actualité au XXIe siècle. Marx a vécu au XIXe siècle, donc dans la continuité au XXIe siècle, il faut analyser le capitalisme de notre époque. Sur la question de la religion, je serais beaucoup plus bourrin que Marx. Marx est critique de l'aliénation religieuse, étant donné le problème de l'islamisme, du frérisme, et des cathotradis, on ne va pas les oublier, les cathotradis, tout comme on n'oubliera pas les évangélistes, mais l'intégrisme religieux doit être combattu. Marx n'aurait pas été en désaccord, mais
Marx était dans l'approche surtout de on va détruire le capitalisme, on va éliminer le système capitaliste, et l'athéisme en tant qu'humanisme théorique, on va le résoudre en tant qu'humanisme pratique avec le communisme. Et donc, comme il n'y aura plus de société de classe, les classes dominantes ne produiront plus le mensonge religieux pour Marx. C'est grosso merdo, on peut voir la vision marxiste sur la religion comme ça. Moi, je considère qu'il faut combattre la religion sur le plan tant politique, idéologique, économique. Il faut en finir du système capitaliste pour que l'influence de la religion soit radicalement menacée, parce que la religion se nourrit sur un terreau de misère. Hein, je suis dans l'approche jaurésienne, je dirais que la République sera laïque si elle sait être sociale. Cela dit, ce n'est pas une excuse pour manquer à la laïcité sur le plan de l'éducation, sur le plan de l'instruction et sur le plan juridique. C'est-à-dire que ce sont des dimensions qui se complètent. Moi, je suis dans une approche dans laquelle il faut, selon moi, combattre l'intégrisme religieux où qu'il se trouve. Il faut lutter contre l'intégrisme religieux qui menace les libertés démocratiques et qui sert du coup la classe dominante. Alors je suis entièrement d'accord avec Marx quand il dit que la religion est l'opium du peuple, et je considère qu'il faut aujourd'hui essayer de comprendre quelles sont les évolutions de ces phénomènes religieux. À l'époque de Marx, il y avait les églises, le catholicisme, le protestantisme, il y avait le christianisme, en gros l'orthodoxie, suivant dans les pays occidentaux, si on prend les pays occidentaux. Mais aujourd'hui, il y a question en France, par exemple, de l'islam et du frérisme. Et du fait qu'on n'a pas à faire au même mécanisme, par exemple, par rapport au catholicisme, l'islam n'a pas un clergé comme chez les catholiques. Il y a des différences entre les formes du christianisme, mais la lutte contre la religion aussi dépend un peu du type de religion que vous avez en face de vous, de l'attitude des croyants eux-mêmes, qui sont soit modérés, soit intégristes. Si vous avez un modéré, vous avez quelqu'un qui vous pouvez faire entendre raison, avec qui vous pouvez discuter, dialoguer, et qui ne menace pas la lutte des classes. Si vous avez affaire à un intégriste, un réactionnaire, un conservateur, un réactionnaire religieux, ça va être plus difficile d'établir le socialisme, et vous risquez, comme en Iran, de vous faire flinguer par des islamistes. Les communistes risquent de se faire flinguer par les islamistes. Dans le cas d'un régime chariatique, les communistes seraient parmi les premières victimes. Voilà. Et pareil pour un régime catho-tradi, évangéliste. Quand on sait que l'Église catholique a soutenu les nazis, qu'elle a donné à des criminels de guerre nazis, qu'elle a donné des papiers pour l'Amérique du Sud, que le pape de l'époque que la papauté avait signé les accords du Latran avec Mussolini, que le Zentrum, parti catholique, soutenait les nazis contre les communistes. On sait très bien que l'Église est l'ennemi des travailleurs, que les institutions religieuses, l'Église et les églises, je parle pour les chrétiens et je parle pour les autres cultes religieux, les institutions religieuses, quelle que soit la religion concernée, sont au service de la classe dominante, aristocratie ou bourgeoisie, suivant les cas. Elles n'ont jamais été du côté du peuple, les institutions religieuses. L'Église a été anti-républicaine avant d'être anticommuniste, d'être antisocialiste et anticommuniste. Il faut quand même s'en rendre compte. Donc je suis d'accord avec Marx sur la critique de la religion, et je critique beaucoup de gauchistes qui sont nihilistes sur cette question à tort. Ils m'accuseront de tous les noms, mais moi je m'en fous. Je suis fidèle à la pensée matérialiste. Je suis fidèle à l'idée à l'idée marxiste selon laquelle la religion est l'opium du peuple. Et les gens qui me disent « Oui, mais c'est raciste vis-à-vis de l'islam », on ne peut pas être raciste envers une religion. Le racisme, c'est envers des ethnies, c'est une idéologie de discrimination sur base ethnique.
Et le racisme, c'est envers des gens parce qu'ils sont arabes, chinois, français, occidentaux ou non occidentaux. Enfin, mais c'est pas sur une base de ou sur la base de la couleur de peau, mais il n'y a pas de racisme envers les religions. D'ailleurs, il y a des Arabes qui sont chrétiens, juifs ou athées. Bon, ils se font menacer de mort généralement dans les pays chariatiques quand ils ne sont pas croyants. Ça, faut quand même le mettre en avant. Il n'y a pas de racisme envers les religions, ça c'est une bêtise, il faut être complètement idiot et suivre le narratisme, en réalité le narratif des islamistes et des indigénistes, pour croire à ce genre d'idiotie selon laquelle il y aurait du racisme envers les religions. Il peut y avoir discrimination envers des croyants, mais la critique de la religion, l'assimiler à du racisme, il faut être franchement déconnant. D'ailleurs, la critique de la religion, ce n'est pas une discrimination envers les populations religieuses. Bon. Il faut quand même se rendre compte qu'à gauche, aujourd'hui, on a un abandon complet du marxisme sur la critique des religions. Voilà, il faut quand même s'en rendre compte. Marx parlait de l'aliénation, parlait d'opium du peuple, parlait d'aliénation quand il parlait de la religion. Donc quand même, voilà. Ensuite, je serai critique avec Marx sur, si vous voulez, la théorie du dépérissement de l'État. Alors Marx, si vous voulez, le truc c'est que Marx n'est pas un anarchiste et certains aujourd'hui ont tendance à le croire. Parce que Marx, en faisant ça, a ouvert une porte aux anarchistes. Marx parlait du fait que l'État deviendrait obsolète avec la fin du capitalisme, avec la fin des classes sociales, et vous avez tout un tas, une palanquée de gauchistes qui n'ont pas forcément une compréhension fine de ce qu'est le marxisme, qui croient que c'est la fin de l'État tout court, alors qu'en fait c'est plus une transformation en ce que Marx appelle l'administration des choses, en fait. Passage du gouvernement des hommes à l'administration des choses. La citation est reprise de Saint-Simon. C'est pas qu'il y a plus d'État, c'est qu'il y a un État rabougri, recroquevillé sur lui-même, dont les fonctions ne sont plus des fonctions de répression, mais les fonctions sociales, l'administration des choses, le service public en fait, de gestion de la production, d'administration, des biens et services. Bon, je suis critique de ça, mais ce n'est pas une vision anarchiste, décentralisée à l'absolu, non, c'est tout autre chose. Marx n'est ni anarchiste ni étatiste. Il est dans une approche dialectique des deux, quelque part. Il y aura plus d'État, mais il y aura quand même un État qui sera plus un État. Oui, c'est technique. Il sera plus un État au sens où il est appareil de répression de classe. Mais voilà, Marx n'est pas anti-État. Faut arrêter de prendre des trucs bizarres. Mais Marx a ouvert une porte aux anards, donc aux libéraux par suite, parce qu'aujourd'hui, dans un monde où les États-nations ont perdu leur souveraineté, ça crée beaucoup de nihilisme autour de la question du rapport à l'État-nation, ce genre d'approche théorique. Et du coup, ça nuit à l'émancipation des classes populaires, qui sont matrixées par un gauchisme très infantile, pour reprendre Lénine, le gauchisme à l'Indien infantile. J'y reviendrai plus tard, plus en détail dans une prochaine vidéo sur la question du gauchisme. Là, je vais creuser beaucoup la question du gauchisme. Mais l'État sera toujours nécessaire. Je trouve que Marx est naïf sur la question de l'État. Même s'il n'est pas anarchiste, et en cela il a raison de ne pas être anarchiste, eh bien, Marx a une conception bizarroïde des choses. Alors, pris dans sa version gauchiste, ça devient un truc anard. Mais disons que pris dans une version littérale, avec la négation du politique qui est commune avec l'anarchie, ça peut avoir la dérive autoritaire inverse, qui est le fait qu'en niant le politique, en mettant le politique sous le tapis, on finisse par avoir une approche antidémocratique, qui est une approche plutôt technocratique. Alors moi, je ne suis pas dans la critique pure de la technocratie, parce que, au sens propre, le mot technocratie, ça veut dire gouvernement des experts. L'idée n'est pas totalement déconnante. Alors moi, je préfère le gouvernement du peuple, mais l'idée de mettre des experts à des places de gouvernants, c'est pas mauvais. Ce qui est mauvais, c'est qu'ils prennent la place du peuple. Je considère que l'idée technocratique, si on limite la gouvernance
des experts à des fonctions de gestion et que les fonctions de dirigeants réels sont confiées à des représentants élus responsables devant le peuple, et que les fonctions administratives sont confiées aux experts, eh ben c'est pas mal. Voilà. Je suis pas totalement contre l'idée de technocratie, mais la dérive de Marx, c'est de nier le politique pour faire de l'État, finalement, voilà, non plus un appareil politique, un outil, une organisation politique, mais une organisation apolitique qui gérerait des ressources sans qu'il y ait forcément de débat, de conflit d'idées, de débat d'idées. Enfin, je trouve ça aberrant, en fait. Je trouve ça aberrant parce qu'il y aura toujours besoin d'un État. Il y aura toujours besoin de conflits, d'opposition politique, idéologique, quel que soit le sujet, même malgré la fin des contradictions de classe, ça ne va pas résoudre le problème à lui tout seul. Il y aura toujours des contradictions, ne serait-ce que d'idées, en fait. Il n'y aura plus de contradictions de classe une fois qu'on aura mis à bas le capitalisme, que les classes exploiteuses ont disparu avec la fin du capitalisme. Mais, bon, déjà, on n'y est pas encore, malheureusement. Mais on peut très bien avoir l'État, ce n'est pas l'État qui est à l'origine des classes sociales, c'est l'économie capitaliste, c'est la propriété privée lucrative des moyens de production. C'est la propriété privée lucrative, c'est la propriété privée des moyens de production qui produit les classes sociales. Une fois cette propriété privée des moyens de production mise à bas, cette propriété privée lucrative, une fois le salariat démantelé, le rapport d'exploitation salariale démantelé, vous n'avez plus de classe sociale. Point. Pas besoin de dire que l'État va dépérir. Voilà. Vous aurez une démocratie politique et économique. Point. Pas besoin de partir sur un délire comme quoi l'État serait le comité exécutif de la classe dominante de la bourgeoisie. Enfin, non, l'État peut devenir autre chose, à savoir la République des travailleurs, l'outil de l'organisation de la souveraineté, la souveraineté populaire organisée. Ouais. Et même sous le capitalisme, l'État n'est pas qu'un outil de répression de classe. Hein. C'est aussi les services publics, les lois, le maintien de l'ordre, l'organisation, l'entretien des infrastructures publiques, comme les routes, l'électricité, les canalisations en eau. Enfin, c'est tout un tas de choses, en fait, l'État. L'aménagement du territoire, les services publics, instruction, santé, transport, enfin, tout ce que vous voulez. Sécurité sociale. Voilà, réduire l'État à un simple outil de répression de classe, je n'adhère pas. Je considère que l'État est un outil d'émancipation de la classe ouvrière et qu'il faut que la classe ouvrière se saisisse de l'État et il n'y a pas besoin d'en finir avec l'État, sachant que si l'État peut devenir un émancipateur pour la classe ouvrière et mener à une société sans classe. Hein, moi, je ne suis pas dans une approche utopique des choses. Une approche réaliste. Il faudra toujours un État pour le progrès de la société humaine, le progrès de la civilisation et le bonheur du peuple et la garantie de l'intérêt général, en fait, tout simplement. Les services publics, voilà. L'égalité en droit, la démocratie. Tout ça, c'est possible parce qu'il y a un État. Alors, l'État est imparfait sous le capitalisme. Voilà. Mais entre les mains du prolétariat, il devient un outil de justice sociale. Moi, je suis dans l'approche jaurésienne de la République sociale, moi, sur cette question-là. Donc voilà. Et je suis critique du marxisme sur la théorie de l'histoire, sur le finalisme historique que Marx a repris de Hegel. Je serais pas dans la... Et bon, je critique aussi les marxistes qui voudraient résumer l'histoire à un ensemble de rapports économiques. Je pense qu'il y a une place pour le domaine des idées et le domaine de la culture, qu'on doit relier au domaine économique, qu'on doit contextualiser vis-à-vis des rapports de production. Hein, mais je pense qu'il ne faut pas non plus se couper de toute la nuance de la discipline historique et d'une approche qui prend en compte l'ensemble de tous les aspects de l'analyse historique dans toute leur complexité humaine, qui n'est pas que
tout réduire à l'économie. Mais, voilà, enfin, mais oui, la lutte des classes, c'est un moteur de l'histoire, mais l'histoire n'a pas forcément de but. C'est pas une entité divine, consciente, non. C'est les sociétés humaines, c'est les humains, c'est les êtres humains qui ont des buts, pas l'histoire avec un grand H, qui est faite par les hommes, qui a certainement des mécanismes, des conditions, qui déterminent les choses, mais il n'y a pas un grand déterminisme historique, un grand concept comme la lutte des classes. On n'est pas. Il faut se découpler de la vision hegelienne de l'histoire, du finalisme historique. Il n'y a pas de vision téléologique. Moi, je suis communiste, je ne suis pas chrétien. Je ne crois pas à l'apocalypse, je ne crois pas au jugement dernier. Je crois qu'on doit, en tant que communiste, se battre pour les acquis sociaux de dignité de la classe ouvrière et espérer, avec suffisamment d'organisation, pouvoir mettre à bas le système capitaliste et parvenir à une société libérée de l'exploitation capitaliste, de l'aliénation de la société de classe. Voilà. Voilà, c'est ce que. Voilà, via la collectivisation des moyens de production. Bon, pour ça, il faut bâtir un parti communiste digne de ce nom. Voilà, donc je pense que j'ai fait un peu le tour de ce que je pensais de la chose. Sur ce, camarades et citoyens, camarades et citoyennes, prenez soin de vous. Raison, égalité, solidarité ou la mort, nous vaincrons.